Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le congrès de Vienne s'ouvre officiellement en septembre 1814. Il doit redessiner la carte de l'Europe après 25 ans de bouleversement. Vous connaissez certainement cette image où tous les pays sont autour de la carte de l'Europe et sont en train de se partager le gâteau. C'est le grand rassemblement, si vous voulez, diplomatique depuis le traité de Westphalie. Tout le monde est là, j'ai déjà fait une émission sur le sujet, tout le monde est là, Metternich pour l'Autriche, Castlereagh pour l'Angleterre, Alexandre Ier pour la Russie, Hardenberg pour la Prusse, et au milieu de tout ça, on se dit, bon ben voilà, il manque personne, mais au milieu de tout le monde, vous avez Talleyrand, le représentant de la France vaincue, et pourtant ce sera lui, l'homme du congrès. C'est incroyable, comment fait-il? Par un mélange inouï de patience, d'intuition et de duplicité raisonnée, c'est incroyable. D'abord, il refuse de jouer le rôle de l'accusé, il se fait pas du tout humble, il ne s'excuse pas, il dit « La France ne demande rien, absolument rien, pas un village. Elle veut être là où elle doit être, parmi les puissances, tout simplement. » Ça nous change. Il convainc les Alliés que l'exclusion de la France serait une erreur, que la paix durable ne peut se faire sans elle. Il retourne leur logique contre eux, il les divise, il repère les tensions entre la Russie et l'Autriche, entre l'Angleterre et la Prusse. Il va s'y glisser un peu comme un fluide, voyez. Il crée une alliance des seconds contre les premiers, il soutient les modérés contre les dominateurs, il propose des arbitrages, et peu à peu, Talleyrand fait oublier une chose, c'est que la France a tout simplement été vaincue. Il la transforme carrément en arbitre, en force de stabilisation, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est lui qui réintroduit le principe de légitimité monarchique dans les débats, l'idée que les dynasties légales, les Bourbons notamment, doivent être restaurées. Il faut rendre aux rois leur trône pour rétablir l'ordre. C'est plutôt extrêmement habile, malin, parce qu'en brandissant la légitimité, il habille le retour des Bourbons d'un voile moral, juridique, presque naturel, et ça fonctionne. Et donc le congrès de Vienne devient le théâtre d'un retournement absolument fascinant. Les vainqueurs, divisés, voient peu à peu Talleyrand prendre l'ascendant. Ses dîners deviennent incontournables, ses mots circulent dans les salons, ses silences sont interprétés comme des positions. Il joue un rôle d'équilibriste, c'est extraordinaire, assez proche de l'Autriche pour l'influencer, mais jamais trop, assez rassurant pour l'Angleterre, assez méfiant à l'égard de la Russie. Il ne défend pas la France révolutionnaire, il ne défend pas l'Empire, il défend la France éternelle. Et ce qu'il obtient est presque miraculeux. La France, tenez-vous bien, garde ses frontières de 1792. Elle évite les réparations écrasantes. Elle retrouve sa place au concert des nations. En somme, elle perd la guerre, mais elle perd pas son rang. Et dans l'esprit de l'époque, c'est quasiment une victoire. Quand on lui demande comment il a fait, Talleyrand répond simplement « Je n'ai rien demandé, j'ai attendu qu'on me propose ». C'est pas seulement de la stratégie, c'est vraiment une philosophie du pouvoir. Laisser les autres venir à soi, ne pas forcer le jeu et au moment décisif, appuyer juste là où il faut. Donc le congrès se termine en juin 1815 et comme une ironie cruelle, 3 jours plus tard, Napoléon revient de l'île d'Elbe. Bon, il sera défait à Waterloo 100 jours plus tard. La France est de nouveau vaincue, l'Europe hésite, mais cette fois encore, c'est Talleyrand qui sauve la mise. Il négocie, il rassure, il convainc les Alliés de ne pas démanteler la France, il reste au pouvoir 1 mois, 6 mois, et puis, discrètement, il se retire, sa mission est accomplie. Le congrès de Vienne, pour moi, restera comme l'un des plus grands succès diplomatiques de l'histoire moderne. C'est extraordinaire. Il va établir un équilibre européen qui va durer, avec quelques secousses, tout simplement pendant un siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et encore une fois, derrière cette architecture, un seul nom, Talleyrand. Alors, au moment où le congrès de Vienne consacre Charles Maurice de Talleyrand-Périgord comme le plus grand diplomate d'Europe, un des plus grands diplomates de l'histoire, une autre image, bien plus trouble, se dessine en creux. Vous étiez en train de vous dire, oh là là, il en fait trop, ça a quand même été un corrupteur, un vendu, etc., etc. Vous avez effectivement une rumeur, un soupçon, une accusation rampante. Et si cet homme si raffiné, si intelligent, n'était en réalité qu'un cynique, comme je vous disais à l'instant, un corrupteur, un vendu, etc. Cette image ne date pas de 1815, elle remonte à bien plus tôt. À l'époque révolutionnaire déjà,
comme je vous l'ai dit, hein, et puis sous le Directoire. Mais elle va s'intensifier, s'étoffer, se cristalliser dans les années suivantes. Parce que derrière le masque du diplomate en bas de soie, il y a l'homme qui aime énormément l'argent. Non pas comme un avare, non pas comme un... Comment dire, comme quelqu'un qui garderait le contrôle de tout ce qu'il a. Non, pas du tout, mais comme un joueur. L'argent est pour Talleyrand un instrument de liberté, une arme de négociation massive, un gage d'indépendance. Il n'est pas du tout cupide, il est autonome. Et cette autonomie, il la paie cher, parfois avec des moyens discutables. Vous avez certainement dans Le Diable boiteux, toujours de Guitry, vous avez ce commencement de film qui est exceptionnel. Je suis un grand fan de Sacha Guitry. Vous savez que ça commence, il revient dans son hôtel particulier et puis il dit à ses valets qui aimeraient bien toucher leur gage, il leur dit « Ah, vous allez être contents, vous allez être augmentés. »« Ah bon ?» dit-il. « Ah, ça c'est chouette. » Il dit « Vous étiez 2, maintenant vous serez 3. » Et je trouve ça fabuleux, digne de Guitry, mais très très proche du personnage. Prenons les faits. Sous le Directoire, déjà, des affaires troubles apparaissent, c'est vrai. Il est ministre des Relations extérieures, il négocie, il vend des licences, il touche des commissions sur tout. Des diplomates étrangers, des financiers, des spéculateurs viennent discrètement à son hôtel et en repartent soulagés, on va dire, soulagés, mais pas seulement parce qu'ils ont ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient, non, ils sont surtout soulagés de quelques centaines de milliers de francs au passage, c'est vrai. Les archives évoquent des sommes colossal pour l'époque, 150 000 francs ici, 200 000 là, parfois plus, c'est tout simplement inimaginable. Talleyrand est certainement l'un des hommes les plus riches du monde à ce moment-là. Je ne sais plus, dans un ouvrage, j'avais vu... passer, j'ai pas retrouvé l'ouvrage, j'avais vu passer des tableaux, c'est l'équivalent aujourd'hui du sultanat de Brunei, vous voyez, alors c'était à l'époque en tout cas, mais c'est l'équivalent d'un émir, enfin, c'est monstrueux, on n'imagine pas quand vous voyez les hôtels particuliers, vous dites mais c'est pas possible, ça dépasse l'entendement en fait, et surtout tout le monde le sait, ou en tout cas fait semblant de pas savoir, on murmure, on grince des dents, c'est énorme, mais justement, Talleyrand est trop utile. Il s'est rendu indispensable, tout simplement. Il est trop habile, trop respecté pour qu'on ose le mettre en accusation. Napoléon lui-même, qui est quand même pas le premier des naïfs, le garde à ses côtés pendant des années malgré les soupçons. Et il sait très bien, il ne peut pas ne pas savoir les soupçons. Un jour, d'ailleurs, excédé, il le convoque et il l'accuse ouvertement de s'enrichir sur le dos de la diplomatie. Et Talleyrand ne nie pas, il se contente de hausser les épaules. Plus tard, l'empereur dira de lui « c'est un homme vénal jusqu'au crime, mais quand vous avez besoin de lui, il est là et il vous tire d'affaire ». Le baron Ouvrard, l'un des principaux corrupteurs et financiers de l'époque, j'ai fait une émission, non pas avec Ouvrard, mais sur les prébendes au XIXe siècle, va confier après coup, Talleyrand ne voulait pas de tabatière ou des diamants, comme les autres ministres, il exigeait de l'argent comptant. C'est pas un détail, c'est tout simplement une logique, une éthique si vous voulez, une éthique à rebours, mais une éthique quand même. Il n'a jamais caché son goût pour l'or. Il se faisait offrir des terres, des hôtels particuliers, des rentes. Il spéculait sur les emprunts d'État. Il achetait avant les annonces officielles. C'est tout simplement aujourd'hui du délit d'initié. Tout simplement, il achetait avant les annonces officielles, il revendait au bon moment. Il connaissait la géopolitique à l'avance. Il jouait à la bourse en conséquence. Il n'a jamais prétendu être pur d'ailleurs. Simplement efficace. Mais cette efficacité a un prix, évidemment, sa réputation. Il est surnommé le prince de la corruption, l'apostat d'Autun, le diable boiteux. Un jour, Metternich, pourtant assez peu regardant lui-même, mais enfin bon, refusera de faire transiter de l'argent par Talleyrand de peur que ça se voit trop. Le tsar, Alexandre Ier, aurait même dit « Pour faire fortune, c'est pas de l'esprit qu'il faut, c'est de la délicatesse qu'il ne faut pas ». Et pourtant, malgré toutes ces accusations, Talleyrand est encore là, toujours là. Il est nommé ambassadeur à Londres, il reçoit encore les honneurs, les titres, les décorations. Son hôtel de la rue Saint-Florentin est l'un des lieux les plus fréquentés de Paris. Il y donne des dîners somptueux où se croisent banquiers,
Ambassadeur, écrivain, artiste, ministre, espion, dans son salon tout se négocie. Une nomination, un mariage, un traité, un silence. Mais là où Talleyrand est le plus troublant, c'est qu'il assume. Il n'a jamais prétendu, encore une fois, être vertueux, il sait trop bien ce qu'est le pouvoir. Un jour il dira « la morale en politique c'est une affaire de circonstances ». Vous me direz, c'est pas une excuse, c'est quand même un constat. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.